Coucou, c'est Mia et c'est le retour de la Quinterview. Dans 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti mon kiki! La Quinterview. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter l'artiste qui cette année a été dans toutes les bouches. Oui, non, c'est pas du tout ce que vous pensez. Notamment car elle a porté le 14 juillet dernier la flamme olympique et devinez quoi, ça fait polémique. Ça fait 2 ans que le drag est son métier à plein temps. Vous pouvez la croiser en drag et à Vélib du vendredi au dimanche dans les rues de Paris. Qui a dit que le drag n'était pas écologique ? Quand elle a 5 minutes, elle enregistre le podcast Drag FM avec Diamanda Calas. Je suis épuisé alors que l'interview n'a toujours pas commencé. Bienvenue pour ta Quinterview, Mini Majesté. Merci beaucoup, je suis ravi de t'avoir invité chez moi. Bah ouais, merci beaucoup. Très bien reçu. Petit café, petite viennoiserie, ouais. Gros banana bread, bien gras. Franchement, merci beaucoup de m'accueillir dans ces conditions-là. Avec plaisir. Avant de commencer, quels sont tes pronoms ? Il, lui, là, vu que je suis un Arthur, mais en drague, j'utilise plutôt des pronoms féminins. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu es prêt pour ta Quinterview ? Bien sûr que je suis prêt. Formidable. Alors déjà, où est-ce que tu as grandi et quelles sont tes origines ? D'où viens-tu ? Donc moi, je suis originaire du vrai sud, du coup, le sud-ouest, Toulouse, bien sûr. C'est le vrai sud ? Ouais, bien sûr. Il y a un faux sud ? J'étais obligé de créer un faux sud pour créer de la gêne dans les gens et créer de l'attention, du coup. Parce que quand tu dis des choses auxquels les gens ne sont pas d'accord, avec lesquels les gens ne sont pas d'accord, c'est là qu'ils te remarquent et qu'ils font attention. Donc quand je sens que je perds les gens pendant mes animations, balancer des trucs comme ça, pouf, ça remet d'attention. En vrai, j'en ai rien à battre. C'est juste le sud, c'est Bordeaux-Lyon. En dessous, c'est le sud. Au-dessus, c'est le nord. Period. Voilà. Donc je suis originaire du vrai sud, Toulouse, okay. Le sud-ouest, dans les années 90. Voilà, Toulouse, ville rose, qui n'a rien de rose, car les briques sont oranges. Mais je pense que c'est les Parisiens qui ont inventé ce terme pour se foutre de notre accent. Vu qu'on dit rose, du coup, alors que orange, ça se dit un petit peu partout pareil. Ouais, ok. Donc tu as grandi dans le vrai sud. Après, c'est vrai que pour ceux et celles, ceux-là qui sont déjà venus à tes bingos, la France est une carte particulière pour toi. Ouais, franchement, mais plutôt simple, du coup, parce que tout est la Meurthe-et-Moselle, sauf à peu près genre Paris, Toulouse, Bordeaux, Marseille. Et Poitiers partout aussi. Est-ce que tu sais où est vraiment la Meurthe-et-Moselle ? Est-ce que tu as vraiment cherché juste pour savoir où c'était ? Oui, parce que, en fait, fun fact, j'ai failli faire mes études d'ingé en Meurthe-et-Moselle à Nancy. C'était mon premier choix d'école d'aller faire ingé à Nancy, donc je sais à peu près où est la Meurthe-et-Moselle. Alors, je ne pourrais pas le pinpoint exactement, mais grosso modo, on est dans le nord-est, quoi. Meurthe-et-Moselle. C'était une question. On est dans le nord-est. Oui, certainement. Ok. Ok. Oui, je pense que... Bon, si c'est Nancy, c'est plus du côté de l'Est. Oui, sûrement, oui. Ah bah alors... Allez, Google. Non. Si, on peut commencer en Google. Moi, ça me dérange pas. Après, ça veut dire que genre les gens, ils me diront non, à mes bigots, ils me diront non, mais c'est bon, je sais. Je sais que tu sais. Je sais que tu sais. Et ben moi, je suis pour débunker la Meurthe-et-Moselle. Okay. Regarde. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est vraiment l'Est. Ok. C'est vraiment l'Est. C'est l'Alsace, quoi. Okay. Bah ouais. Ok. C'est ça. Ok. Tu vois, c'est une petite forme d'oie, un peu. Ouais, c'est pas mal. Putain, je suis bien content de pas y être allé, en fait. C'est vraiment trop dans le nord, là, pour l'ingé. C'est bon. C'est bon, ça m'a saoulé. T'as grandi dans quel univers à Toulouse comment ça se passait un peu ton enfance ? J'ai grandi dans une famille plutôt de type ouvrière, avec un père qui enchaînait différents petits jobs, entre moniteur de rando les week-ends, prof d'économie de temps en temps à certains endroits et animateur au service des sports de la mairie de Toulouse, et une mère assistante dentaire. Donc je grandis dans la banlieue toulousaine, dans Toulouse, mais
du côté extérieur, genre pas le centre-ville de Toulouse, mais quand même dans Toulouse, dans une jolie maison bien délabrée, qui tenait vraiment genre sur 2 fils à peu près. Et j'ai grandi dans une école privée, qui était entre guillemets laïque. Je me rappelle qu'il y avait marqué sur le carnet de correspondance, école privée laïque. Alors qu'il y avait une messe catholique qui était célébrée tous les ans au milieu de la cour. Oui, c'est une certaine vision de la laïcité. C'est la laïcité, mais pas exactement. Voilà, où c'était donc un petit peu... tout ça parce que donc, du coup, c'était juste à côté du boulot de ma mère et que c'était pratique pour elle, du coup, pour venir me chercher ensuite. Et t'étais quel genre d'enfant ? J'étais vraiment, s'il y a bien un mot qui peut me décrire, surtout à cette époque et pendant beaucoup de ma vie ensuite, c'est faillot. Ah ouais? J'ai toujours été un faillot. Oh là là, mais toujours. J'ai toujours été le premier de la classe, vraiment. Ah ouais. Toujours. Born faillot, quoi. Ouais, born to be a faillot. Mais genre grosse poucave et tout? Ou juste premier de la classe devant à lever la main avec son buste comme ça? Alors ça vraiment, à lever la main... Pas vraiment poucave, parce que j'étais très réservé, très timide, donc je poucavais pas, et que surtout j'étais dans une école privée, alors vraiment, de toute façon, tu pouvais pas péter de travers, hein. Donc c'était vraiment, voilà. Mais vraiment premier de la classe, je pense que vraiment toute ma scolarité jusqu'à la terminale, j'ai toujours été soit premier, soit deuxième de ma classe, genre déjà si j'étais deuxième, c'était chaud. Ouais voilà, donc parce que j'ai toujours été très scolaire aussi, et j'ai toujours une facilité vraiment à l'école pour tout. Donc ça m'a permis quand même d'avoir un truc assez easy et en bon faillot, j'étais aussi donc très réservé, vraiment j'étais le garçon ultra timide qui en rentrant à la maison soit enfermé dans sa chambre pour je sais même pas trop quoi, pour écouter la flûte enchantée de Mozart ou des Pour de vrai? Je me rappelle avoir vraiment la cassette de la flûte enchantée de Mozart et l'écouter en boucle. Ok. Ou lire, mais j'aime lire, voilà, ou jouer à des jeux de vidéo, pas du tout, à des jeux de société tout seul. Parce que je suis fils unique. Mon père a 2 filles, mais qui sont plus grandes que moi, d'un autre mariage que je connais pas. La dernière fois que je les ai vues, j'avais 4 ans, donc aucun souvenir. Donc fils unique et vraiment très réservé, très dans ma chambre en permanence. Et alors on joue comment à des jeux de société tout seul? Parce que jeu de société, il y a le mot... Société, ouais. Absolument. J'aurais dû dire, il y a le mot 2. Effectivement, aussi. Aussi, mais j'étais 1 du coup. Et non pas 1, j'étais 1. Et pas 1. De nombreuses façons de dire ce mot. Comment on y joue? Tout seul, hein, vraiment pas le choix. Enfin, si, de temps en temps, avec mes parents, on jouait du coup aux jeux de société le soir, mais c'était toujours au même, c'était toujours BioViva. C'était des questions sur BioViva, ouais. C'était il fallait reconstruire un petit peu la carte du monde et t'avais des questions sur la biodiversité. Dans le jeu BioViva, l'objectif est simple, être le premier à récupérer 12 points. Baleine, mouette, je sais, poisson volant. Et on peut aussi bluffer. Prêt à jouer ? Mais je jouais seul, moi, au jeu Chair de poule. Je me rappelle que tu devais construire, t'avais des petites tombes et tu joues seul, tu t'incarnes plusieurs personnages. Oh, est-ce que j'étais déjà prédestiné? Vu que j'incarnais plusieurs personnages déjà. Waouh. Tu veux dire que déjà, il y aurait un genre de storyline, comme on dit. Incroyable. Et donc, t'étais bon élève et tu travaillais beaucoup, tu potassais beaucoup, ou tout était vraiment simple? Je potassais zéro, tout était inné. Franchement, ça c'est une chance, c'est phénoménal parce que du coup, je pouvais, je faisais quand même mes devoirs, hein, tout ça, attention, mais j'avais pas besoin de plus faire attention que ça au moment des contrôles, tout ça, vraiment jusqu'au bac, hein. Enfin, moi, à mon époque, le brevet, c'était encore en contrôle continu. Du coup, en 2004, quand j'ai passé mon brevet, en fait, moi, je l'avais déjà. Donc, il fallait juste que j'ai pas 0 à aux examens. J'avais déjà, bien évidemment, j'ai pas juste répondu à une question et j'ai répondu le truc en entier, genre au maximum. Évidemment, hein. Faillotte forever. On change pas une équipe qui gagne. Mais même mon bac, je l'ai révisé, je dirais pas la veille, mais franchement, un mois avant et encore, quoi. Et j'ai eu mention bien, quoi. Donc, ouais, non mais je l'annonce sans prétention, vraiment juste, j'ai jamais eu à potasser. C'était un genre de Léona Winter à l'école. Genre j'ai tout raté mais j'ai tout réussi, c'est ça? Non, parce que j'avais aucune fausse modestie là-dessus, quoi. Ouais. J'étais vraiment genre,
je sais que j'ai réussi. Enfin, en fait, il y a pas. Je sais que j'ai réussi. Genre, je me rappelle mon bac de chimie. J'ai eu 19 sur 20 parce qu'en fait, j'ai oublié de lire une question. Je suis deg. Je sais que j'aurais eu 20 sur 20 à mon bac de chimie. Voilà. Et donc, aucune fausse modestie et aucune prétention non plus parce que je sais que, en fait, j'ai toujours été très scolaire et j'ai toujours su ce qu'il fallait faire à l'école pour avoir des bonnes notes. Tu vois, genre, et je fais bien attention de faire la différence entre ça et l'intelligence, bien sûr, parce que je sais que c'est vraiment une histoire de scolarité, que, en fait, dès que t'as compris comment ça marche, après, tu peux y aller, quoi. Et du coup, c'était quoi ton environnement culturel à la maison? Qu'est-ce que t'écoutais? Qu'est-ce que tu regardais? Qu'est-ce que tu faisais? Donc, tu parlais des jeux de société, tu parlais de la flûte enchantée. Mon environnement culturel, il est surtout amené par ma mère qui est donc espagnole, mais plus qu'espagnole, catalane. Comme les crèmes. Absolument, comme les crèmes catalanes, qui ne sont pas la même chose que les crèmes brûlées. Attention. Je sais pas quelle est la différence, mais je sais qu'il y en a une, et que, oulala, attention. La crème brûlée est originaire de France, tandis que la crème catalane est originaire de Catalogne. Nonobstant, la crème brûlée est faite de lait, de sucre et de jaune d'œuf, tandis que la crème catalane est faite de jaune d'œuf et de crème. À bientôt pour une nouvelle recette, ma belle. Bon appétit, bien sûr. On ne rigole pas avec On ne ça. rigole pas avec ça. Et la Meurthe-et-Moselle. Absolument. Donc une mère catalano-andorrane. Ça veut dire que je suis passé au moins vu que j'étais à Toulouse, c'est pas loin de l'Andorre. Et attention, je parle pas de l'Andorre, pas de la case pour acheter des clubs, je parle de la vraie Andorre. Non, mais parce que, ah oui, moi aussi je connais l'Andorre, je suis le pas de la case. Non. Je passais au moins un week-end par semaine, beaucoup de mes vacances. Okay. Et toutes mes vacances en Catalogne, avec toute ma famille, du côté de ma mère, qui du coup donc est catalane. Et donc ça a vachement infusé dans comment j'ai grandi, parce que j'avais toutes les traditions catalanes et aucune française. Donc le Père Noël, je connais pas. À Pâques, les œufs de Pâques, je connais pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pas. Pour le réveillon, pas de foie gras, la dinde, tout ça, je connais pas. Le gui, je connais pas non plus. Pour moi, c'est tout ça catalan. Et donc, on mangeait un petit peu à la catalane et on regardait la télé espagnole / catalane. Donc tout ça a infusé quand même. J'écoutais des groupes de pop espagnols quand j'étais jeune. Donc tout ça a vachement infusé. Ça fait vraiment qui je suis. C'est plutôt ma culture. Et puis après, sinon, avec ma mère, on allait un petit peu au théâtre toulousain, le TNT. Mais il n'y a jamais eu trop plus d'échanges que ça. Et je le ressens aujourd'hui que j'ai un manque de culture G qui est quand même assez prégnant et assez important, mais qu'elle soit française ou internationale, c'est assez impressionnant de me dire. Parce que j'étais à fond là-dedans, en fait. T'étais imbibé dans une culture qui, pour toi, était ce qui existait et ce qui était présent. Donc, mais je suis passé complètement à côté de plein de choses quand j'étais gamin, et puis après, pendant les vacances, donc soit j'étais en Catalogne, soit je faisais tous les sports que la mairie de Toulouse pouvait proposer. Genre, mon préféré étant le tir sportif, donc le tir à la carabine. T'as pratiqué longtemps? Oui, franchement, plein de fois, ouais, à l'école. Moi, c'était mes trucs préférés, tir sportif et tir à l'arc. J'adore. Le tir, globalement. Et alors oui, et puis donc une culture catalane avec, donc tu parlais de Noël, des fêtes qui étaient différentes, et notamment, j'ai appris ça, je ne connaissais pas en écoutant, regardant ton podcast que tu as avec cette fameuse Diamanda Calas, bisous Diamanda, qui est la bûche qui chie. Qu'est-ce que... Ah bah putain, elle est où? Ah non, elle est à la cave. J'ai redescendu la cave. Qu'est-ce que cette bûche qui chie? Ça s'appelle le tío. Attention, qui n'est pas l'oncle, parce qu'en espagnol, l'oncle, c'est tío. Là, c'est le tío. Et complètement différent. Attention. Non, j'ai rien dit. Attends. Meurthe-et-Moselle. Parce que mon mec et ma très bonne pote Angelica Stratry se foutent de ma gueule, parce que je suis impitoyable avec l'endroit où tu places les accents en espagnol. Et faut bien être impitoyable à un endroit. Ouais, voilà, non, c'est pas la même chose. Donc le tío. Le tío. Et donc, c'est une... Donc c'est pour les fêtes de Noël. C'est pour les fêtes de Noël. Et donc c'est la bûche en bois sur laquelle la Vierge Marie s'est assise avant de donner naissance au petit Jésus. Et chaque famille en a une du coup. Et c'est vraiment une bûche dans laquelle on lui met des pâtes pour le faire tenir.
on lui fait les yeux, la bouche, le nez, on lui met un petit béret catalan et on lui fait un anus aussi, très important l'anus, étant donné que pendant une semaine avant Noël, on va le nourrir de mandarines et de clémentines et que le jour de Noël, on l'amène au milieu du salon, on le couvre quasiment en entier, on fait que dépasser que sa tête, entre guillemets, d'une couverture. Les enfants prennent des gros bâtons, le frappent en chantant une chanson le plus fort possible, et la bûche chie des cadeaux, et la chanson, il y a plusieurs versions, chaque famille a un petit peu sa version, mais la version de ma famille, c'est vraiment chie, tio. Mais attention, ne chie pas des anchois, parce que c'est trop salé, mais chie-moi plutôt des tourons, parce que c'est du touron, parce que c'est meilleur, et hop, tu ouvres la couverture, ouah, plein de cadeaux, tu remets la couverture, tac, 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 et ça comme ça, et moi, étant donné que j'avais personne à l'école pour me dire mais le tio ça n'existe pas. Tu pensais, t'étais vraiment premier degré jusqu'à mes la 11 ans. bûche chie. Bien sûr. Non mais c'est comme le Père Noël, t'y crois. Jusqu'à tes 11 ans. Bon, après non, pas de shaming là-dessus. Non mais il y a pas de shaming, parce que moi ça me fait vrai parce que je me rappelle quand. Et tu voyais vraiment la bûche chier? Non mais parce que en fait au moment où tu remets la couverture, c'est le moment où les enfants sont appelés pour aller manger un petit peu de fouette catalan, ou pour parler avec ton oncle et ta tante, ou leur montrer comment tu sais faire de la flûte, tout ça. Donc c'est à ce moment-là où les parents, ils glissent les cadeaux sur la couverture, quoi. Ils bourrent la bûche. Ah ouais, vraiment. Ils glissent les cadeaux. Et donc moi je me rappelle à l'école primaire entendre tous les enfants qui commencent à dire ah le Père Noël ça n'existe pas, et moi être en mode genre ouais je sais bien sûr qu'il n'existe pas, c'est le tio qui existe, tout ça. Tout ça pour que du coup il m'a fallu encore 3 ans pour me rendre compte et retourner la tête et voir ma tante mettre un cadeau sous la couverture et faire ah donc c'est comme ça que t'as découvert. Ouais. Putain. Genre c'est même pas t'as deviné, c'est que non, j'ai découvert. T'as vu la tricherie. Très crédule, hein, pareil, la petite souris, j'y ai cru pendant très très longtemps, tout ça. Voilà, donc si vous ne connaissez pas cette merveilleuse tradition, même je crois que tu avais fait une vidéo. Ouais, je la remettrai, je la republierai si tu es d'accord, juste pour qu'on voit et que vous compreniez ce que c'est que cette tradition catalane incroyable. Vraiment incroyable. Tu parlais de tes racines catalanes et t'as même été un peu plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as aussi pris la nationalité espagnole. Pour quelle raison? Sous pression de ma mère. Okay. En fait, ma mère est arrivée en France au début des années 80 parce que, Franco, donc elle a vécu Franco, enfin elle a vécu sous Franco, pardon, et elle en avait un petit peu marre, donc elle a voulu découvrir autre chose, donc elle est arrivée en France, et il y a eu beaucoup d'exilés pendant toute la période franquiste qui est allée jusqu'à Franco est mort en 75, donc c'est quand même assez récent, et donc il y a plein de gens qui sont exilés en France et qui ont du coup des Espagnols / catalans. Des Espagnols sont arrivés en France de par l'exil, et du coup on commençait à faire des enfants en France, et je crois que le droit du sang n'existe pas en Espagne, enfin bref, et donc les enfants étaient juste français. Et il y a une loi du coup qui est passée en Espagne dans les années 2000 qui s'appelle la loi de mémoire, qui fait que tout enfant né de parents espagnols entre telle et telle date avait le droit de récupérer la nationalité espagnole, parce que ça prenait en compte du coup toutes ces personnes qui avaient dû fuir l'Espagne par obligation. Hein. Par obligation sous Franco. Enfin, obligation, c'est un bien gros terme, mais bon, on s'entend, quoi. Comme l'exil, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que la dictature marre, quoi. Et donc, moi, ma mère m'a dit, tu veux pas récupérer la nationalité espagnole, du coup? J'ai bien compris que c'était, tu vas récupérer la nationalité espagnole, ce que j'ai fait avec plaisir. Et donc, j'ai récupéré la nationalité espagnole, et donc, je suis même inscrit, du coup, en Catalogne, parce que du coup, quand tu récupères ta nationalité, en fait, tu peux t'inscrire où tu veux. Donc, je suis inscrit en Catalogne. Comme ça, si jamais la Catalogne devient indépendante, j'aurai un passeport catalan. Waouh. Et ça, c'est chic. Et ça, c'est chic. Quand tu as grandi, tu as aussi subi l'explosion d'AZF. Absolument, ouais. Comment c'était à vivre? Est-ce que tu peux raconter l'histoire pour ceux qui ne savent pas forcément Bah ouais, parce qu'en fait, je me rends compte, moi, des fois, quand je parle aux alentours du 21 septembre, à chaque fois, je dis « Ah, ça y est, c'est les X ans de AZF ».
Et il y a plein de personnes vraiment qui me regardent, moi genre quoi ? 10h21, à 3 km du centre-ville de Toulouse, 2 très fortes explosions séparées de quelques secondes proviennent de l'usine chimique AZF, classée zone Céveso, c'est-à-dire zone dangereuse. Le souffle est énorme, ressenti d'abord sur la voie rapide, toute proche. Les automobilistes sortent hagards, parfois blessés, de leur voiture très endommagée. La population est sous le choc. Un premier bilan a été dressé. Il y aurait 10 morts, 130 blessés, dont 30 graves. Et donc ça a vraiment marqué parce que donc t'as 11 ans, il y a 10 jours avant, t'as les attentats du 11 septembre où c'est quand même, enfin ça a littéralement changé la face du monde. Ouais. Et voilà, et là tu te demandes, mon Dieu, et tu dis, putain, bah j'ai vu un avion juste avant, enfin c'est une panique monstre, c'est une panique absolument partout. Il y a un gros cratère devant le collège, enfin c'est n'importe quoi. Les parents qui viennent, qui partent, tout ça. Moi j'appelle mes parents, ils m'ont dit, bon non, en plus t'es plus en sécurité, allez, enfin au collège quoi, reste, on vient te chercher à la fin de la journée comme d'habitude, mais ça sert à rien de te sortir avant, de toute façon les rocades sont bouchées, blablabla. Et donc ça m'a fait prendre conscience que la vie c'est la mort aussi. Juste avec entre le 11 septembre et ça, que vraiment en fait ouais, tout peut s'arrêter vraiment instantanément. Et à partir de là j'ai commencé à prendre des cours de sauvetage, secourisme. De secourisme. Dès l'année d'après, dans notre collège, ils avaient fait ils proposaient du coup de prendre des cours, et moi j'ai tout de suite accepté parce qu'en fait moi j'étais en sécurité dans mon collège, surtout que notre collège a été vachement protégé par une église, et ça vraiment. Et entre AZF et nous, il y avait une église dans la trajectoire du souffle de l'explosion, donc c'est l'église qui a pas mal pris. Donc nous, on s'en est bien sortis, genre, c'est pas genre les vitres ont pas explosé dans notre salle de cours. Et je me rappelle très bien qu'on était en train de réciter le Haran sort en cours de français. Tu sais, le Haran sort sur son mur blanc, avec une échelle haute. Non, ça te dit rien, Mais non, ça parle pas. Bon, bah, en vrai, moi non plus, c'est un poème, c'est une poésie? Je sais plus. Parce que forcément, le moment de l'explosion est gravé dans ma mémoire, quoi. Et je me rappelle que c'était ma pote Éléonore qui était en train de réciter ça en cours de français. Et que le sol s'est mis à trembler très violemment. Tout le monde a pensé que c'était la personne derrière nous qui faisait bouger notre chaise. Et vu que le son se propage plus vite dans le sol que dans l'air. Et juste après, énorme explosion, donc pendant qu'on récitait le Haran sort. Voilà. Ok. Ouais, donc ça a quand même créé chez toi un truc de, si jamais il se passe quelque chose... Je veux savoir. Ouais. Genre, je veux savoir comment faire. Être présent et être acteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand j'ai vu la débandade que c'était dans notre collège, alors qu'il s'était, entre guillemets, rien passé pour nous, spécifiquement, mais c'était le bordel, je me suis dit, ok, en fait, il faut un petit peu connaître et comprendre comment ça marche, quoi. Donc t'avais 11 ans, donc la même année, c'est là où t'as appris que le Père Noël n'existait, enfin le Tio n'existait pas. Non mais en fait, mon année de 11 ans, donc mon année de 6e a été une année de chamboulement, parce que donc je suis passé d'une école privée à un collège public, où du coup j'ai découvert en fait le monde. Où t'as quand même été protégé par une église, et tu vois. Mais où du coup, ouais, passer d'une école privée à un collège public... AZF, le Père Noël, enfin le Tio, le changement de siècle, de millénaire, le passage à l'euro, enfin vraiment 2000 ans, année charnière. Donc le collège se passe, arrive ensuite le lycée. T'avais un crush au lycée? Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Je ne sais pas du tout, je peux juste t'avais un crush au lycée. Non, j'en ai eu plusieurs, ouais. Bien sûr, parce que donc là, je savais que j'étais gay à cette époque-là, et mon lycée était genre le lycée genre ouvert par excellence. C'est-à-dire que tout le monde était gay, bi, whatever. Enfin, vraiment, c'était incroyable. C'est incroyable. On est en 2005 et vraiment, genre, c'est la full liberté. Parce que tout le monde est babos, émo, gothique à mon lycée. Et j'ai un crush du nom de Diamanda Canas. Ah ouais. Qui a 1 an de plus que moi. Et que je découvre parce que c'est un rocker gothique dans l'âme. Qu'il est hot as fuck. Que vraiment, genre, la puberté l'a déjà bien shapé like a man, entre gros guillemets, mais genre... tu vois, genre, c'est le mec, quoi. Tu vois, genre, et puis, il en impose. Je pense qu'il sait. Ça, je devrais lui demander quand même. Genre, est-ce qu'il savait, genre, l'aura qu'il avait quand même un peu dans mon lycée? Parce que, vraiment, enfin, j'étais pas le seul, quoi, à être un petit peu genre, waouh,
wow, Ouais. c'est Diamanda, quoi. Enfin, bon, qui n'était pas C'est Diamanda Sylvain. à l'époque, quoi. Et lui ne savait pas qui j'étais. Il savait pas que t'existais. Et non, je savais pas que j'existais parce qu'il avait un an de plus et moi j'étais. Enfin, même au lycée, j'étais toujours faillot. Hein, donc. Et puis moi, vu que dans toute ma scolarité, j'ai fait des options assez sélectives pour pouvoir être dans différents collèges ou quoi que ce soit, dont une option de littérature espagnole. Moi, j'ai jamais changé de classe, donc c'est-à-dire que de ma 6e à ma terminale, j'ai quasiment eu les mêmes personnes dans ma classe. Ok. Donc vraiment, genre le mélange, je connais pas. Ok, ouais, t'es toujours avec les mêmes. Quoi. Toujours avec les mêmes. Et au lycée, est-ce que aussi c'est le moment où est né, on va dire, ton engagement social, sociétal, parce que cette période-là, c'était aussi dans ces années 2000, il y a eu beaucoup de réformes et beaucoup de manifs pour ces réformes, notamment le CPE. Vraiment, les années lycée, je les chéris au plus profond de mon cœur parce que c'est vraiment mes meilleures années. Parce que j'ai 15-16 ans, j'ai l'impression que je suis déjà adulte, mais j'ai aucune responsabilité d'adulte. C'est vraiment incroyable. Je découvre la vie, j'ai des petits copains, j'ai des crushs, et il n'y a aucun problème avec ça. Je continue à être très fort à l'école, donc j'ai même pas à me soucier de ça. Je sais déjà ce que je veux faire après, donc j'ai pas à me soucier de ça non plus. Mon lycée est un lycée qui est très engagé dans effectivement, dans toutes les différentes réformes qui sont passées pendant mes années lycée, dont le CPE, le contrat première embauche, et la LRU, la loi de réforme de l'université. Et notre lycée, on est toujours les premiers à bloquer. Enfin, avec un autre lycée toulousain, Raymond Nave, mais sinon on est toujours les premiers à bloquer. Et donc, par force, en fait, je me retrouve à au moins devoir me questionner, de me dire pourquoi est-ce que le lycée est bloqué. Et très rapidement, quand j'ai compris, je pense que c'était un bien grand mot parce que je suivais surtout, mais je découvrais en fait ce que c'était qu'un engagement politique. Je faisais après partie des premières personnes à bloquer mon lycée, à aller du coup ensuite en manif et à dire aux personnes qui étaient en prépa, qui nous gueulaient dessus, genre putain mais moi je peux pas louper un jour de prépa, vous vous rendez pas compte ce que c'est qu'un jour de prépa, c'est impossible à rattraper, que nous t'as genre oui mais c'est pour vous qu'on le fait, c'est le contrat première embauche, blablabla. 2 ans après je me retrouve en prépa et je me dis my god, si on m'avait bloqué j'aurais pété un câble. Dans ma famille on n'a jamais parlé politique, on n'a jamais parlé engagement, mes parents étaient pas dans des syndics, dans des assos ou quoi que ce soit, donc je côtoyais personne qui l'était parce que dans ces écoles privées, les gens sont plutôt individualistes. Et c'est là que j'ai découvert, avec ça, au lycée, la solidarité et la communauté, quoi. Vraiment, être ensemble, se répartir les tâches et s'unir sous un projet, objectif commun, quoi. Enfin, vraiment le fait de qui se ressemble s'assemble et que l'union fait la force, que des phrases bateaux, mais qui ont vraiment pris sens à ce moment-là parce que du coup pour bloquer le lycée il fallait y être à 6h du mat et donc aujourd'hui c'est toi qui vas nous acheter les chocolatines, c'est toi qui vas bloquer, mais c'est toi qui vas prendre le relais à ce moment-là pour qu'on puisse arriver à faire la bonne chose. Et moi j'ai toujours aimé les projets de groupe, même à l'école, tout ça. Moi j'ai toujours aimé travailler en groupe. Okay. Genre les exposés, les choses comme ça. Ouais, et tout, même si j'ai toujours été dans un environnement très restreint avec peu de personnes autour de moi. Donc c'est quand je découvre vraiment la force du groupe au lycée que ça prend un autre sens. Ouais, et puis ça, tu vas le garder vraiment toute ta vie, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc tu vas grandir, faire des études, faire une prépa. Comment on se retrouve dans l'imprimante ? J'ai l'impression parce que ça va être coquille as fuck ce que je veux dire, mais je suis tellement bon dans tout que j'arrive pas à choisir ce que je veux faire. Mais voilà, mais il y a un moment il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Non, affiner ça, mais je suis tellement bon dans toutes les matières et elles me plaisent toutes que j'arrive pas à faire de choix. Et donc en prépa, les prépas donc scientifiques, moi je suis full science, je suis femme de science. Je sais pas choisir entre maths physique, physique chimie, SVT, enfin. Du coup, je vais tout faire. Voilà, et du coup, je me dis, mais en fait, je vais tout faire. Et je choisis du coup une prépa intégrée qui me permet d'avoir encore toutes les matières. Donc là, j'ai encore tout. Je finis, et en me disant, c'est à ce moment-là que je saurai ce que je veux faire un petit peu plus, dans quelle matière m'orienter. Je finis la prépa,
Bon, là, du coup, par contre, en prépa, je deviens plus fort en tout, parce que alors vraiment, quand en prépa, tu te retrouves avec en fait 80 personnes qui ont toujours été premiers de la classe, tout le monde ne peut pas être premier de la classe, et le premier contrôle de maths, quand je me retrouve avec un 4 sur 20, alors que non mais je pense que j'ai jamais eu moins de 15, quoi, tu vois. Là, ça me genre... Ok, bon, très bien, magnifique. Donc, il va falloir bosser, c'est ça que vous il êtes va en train de me travailler. dire? Non. Et mais je suis mis à prépa et pareil, genre j'aime encore toutes les matières, je sais pas trop quoi faire. Mais le truc qui me manque, c'est que toutes les matières continuent à être très théoriques et que moi j'ai envie d'appliquer le truc et qu'en fait j'en ai marre d'être sur les bancs de l'école et qu'en fait en vrai j'ai fait prépa, mais ce que je voulais faire moi c'était un DUT. Je sais pas, ça existe encore les DUT, je crois. Un diplôme de l'université technique. Très certainement, Meurthe-et-Moselle. Ouais, Meurthe-et-Moselle. Grosso modo, moi, je voulais être dans les trucs appliqués, quoi. Je voulais vraiment sortir des bancs de l'école. Et donc, je choisis une école d'ingé qui va avoir encore toutes les matières, mais appliquées à quelque chose. Et du coup, c'est appliqué à l'imprimerie, le papier, la papeterie, les biomatériaux, les cartons, tout ça de façon générale, les encres, etc. Et surtout, c'est une école qui permet de faire de l'apprentissage. Ok. Et donc, je me dis, oh mon Dieu, enfin, je vais pouvoir arrêter les amphis et me mettre à bosser, quoi. Parce que j'ai bossé depuis que j'ai 18 ans toutes les vacances. Mais là, enfin, ça y est, genre, je pourrais être en études. Et il s'avère que, du coup, c'est donc dans l'impression, le papier, etc. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve dans l'impression de papier, pas par choix, mais par choix de je veux que ça s'applique à quelque chose. Ok. Et donc là, tu t'y trouves et tu t'y plais, et je me quoi. plais, en fait, je me plais pas dans l'école d'ingé, parce qu'en fait, j'en peux plus de faire des études. J'en ai marre. Mais je me plais dans le domaine. Ok. Et donc, tu vas devenir consultant en colorimétrie. Consultant en colorimétrie, effectivement, parce que je finis... j'ai mon diplôme d'ingénieur en communication imprimée, qui est mon titre officiel. Et après, Ingénieur, waouh. Ouais, en communication imprimée. J'aime trop. Mais j'aime trop découvrir des métiers, des noms de postes. Et ça consiste en quoi, en gros, ton métier Je me suis posé la question toute ma carrière. En quoi est-ce que ça consiste? On y répond maintenant. Aujourd'hui. Non, mais en fait, quand tu sors de là en tant qu'ingénieur, t'es un ingénieur avec un I, donc c'est-à-dire tu sais faire des process, tu sais améliorer, faire de l'amélioration continue, etc. J'avoue que moi, j'ai jamais très bien compris ce que ça veut dire être ingénieur. Parce que, en fait, je me suis retrouvé à pas faire vraiment des boulots d'ingénieur. Ensuite, pendant ma carrière d'ingénieur, c'est-à-dire que j'ai commencé en tant que commercial chez Copytop, donc dans une imprimerie où je faisais imprimer des cartes de visite, quoi. Puis ensuite, j'étais consultant, donc c'est pas non plus de l'ingénierie, mais donc je suis consultant en colorimétrie et c'est là où je découvre pas mal de choses et où, en fait, je me déplace dans toute la France, dans différentes imprimeries pour les aider à améliorer leur process d'impression et pouvoir faire qu'ils calent leur presse plus facilement, plus rapidement, pour éviter d'avoir de la gâche. Ok. Donc c'est d'avoir tout un rendu... C'est avoir le meilleur rendu le plus vite possible parce que... pour pas gâcher, quoi. Ce métier-là, tu vas le faire pendant un temps, mais il y a un moment où tu vas avoir une passion en parallèle, tu vas découvrir une passion en parallèle, mais pour ça, on y revient juste après. Oui, parce que c'est le drague, en fait, j'avoue. Ouais, voilà, spoiler alerte. Waouh, un podcast de drague. C'est tellement rare, ça existe quasiment pas. Il y en a quoi 4. Mais en attendant, c'est les questions de Mia, parce que oui, à la Quinterview, j'ai toujours, encore et toujours, et j'en suis ravi, une assistante éditoriale qui m'aide à avoir des questions pertinentes. Enfin, ça arrive à ce moment-là de l'émission, et elle s'appelle Mia. Bonjour Mia. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 5 ans. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Et oui, Mia, elle est accompagnée de ses parents, elle est allée enquêter sur toi, Minima Majesté. Et du coup, elle avait une première question. Bonjour Minima, pourquoi tu t'appelles Minima Majesté? Mais d'où vient mon nom de drague? C'est très simple, il vient de mon nom civil qui est Arthur et je voulais que mon nom de drague rappelle mon prénom civil. Parce que, en fait, je reste la même personne, que je sois en Minima ou Arthur, je reste la même personne en soi. Et quand je bossais avec des enfants, quand j'étais au lycée en prépa, en tant qu'agent technique de la mairie de Toulouse,
les enfants m'appelaient soit Arthur les Minimoys, soit le roi Arthur. Et donc, Minimoys a donné Minima. Et le roi Arthur a donné le jeu de mots Mini Majesté. Et même si beaucoup de personnes m'appellent Mini Mageste, parce qu'il y a très peu l'accent, ce qui me convient bien parce que je parle quand même beaucoup avec les mains. Ça me va. Mini Mageste. Mini Mageste. Ben, comme je te disais, moi j'ai découvert ce que signifiait Mini Majesté sur une personne qui avait mal écrit, mal orthographié ton nom en Mini Majesté. Et j'ai fait, effectivement. Voilà. Et je ne l'avais pas. Non, c'est... Et pourtant j'adore les jeux de mots, hein, une fois de plus, hein, mais... Parce que moi c'est Clémence Tru. Il m'a fait tellement de temps. Mais pareil. Comment c'est bon? Les monstrous, ça veut pas dire grand-chose. Les monstrous, c'est autre chose. Les monstrous. Et une nouvelle question de Mia. C'est quoi ton métier? Aujourd'hui, mon métier, c'est drag queen. C'est vraiment mon full métier. C'est artiste drag. Ou comme je suis enregistré à l'URSSAF, conférencier du spectacle vivant. Conférencier du spectacle vivant. Oui, mais il n'y a pas la case de travelote. Donc, du coup, j'ai cherché le truc le plus approchant. Donc, je suis conférencier du spectacle vivant. Eh ben, formidable. J'aime beaucoup. Ça me plaît. Tu as combien de perruques? Combien j'ai de perruques? J'ai toujours une petite dizaine de perruques qui sont ready to wear, donc qui sont préparées, qui sont stylées et que je peux changer parce que je fais quand même beaucoup de représentations par semaine et donc il faut que j'en ai un certain nombre parmi lesquelles je puisse tourner. Mais après, sinon, j'ai un tiroir avec, je sais pas, une vingtaine de perruques, je pense, qui sont prêtes à être restylées par mon très cher compagnon Gigi, qui est aussi perruquier de passion. Et t'as tes perruques un peu qui sont les perruques minima, c'est-à-dire t'as vraiment un peu tes hits, ton top. J'ai un petit peu mes hits, j'ai une perruque qui est jaune fluo et que les gens reconnaissent bien, genre ça c'est vraiment minima. Il va y avoir des périodes où je vais vouloir avoir que des cheveux de couleur naturelle, donc genre du blond, du châtain, du rouge, genre 50 Shades of Blond, parce que minima reste très blonde quand même. Et puis il va y avoir une période où je vais avoir que des cheveux de couleur genre complètement fake. Donc je vais avoir du bleu foncé, du violet, du jaune fluo, du vert fluo, du rouge, je sais pas. Mais j'ai un petit peu de tout parce que c'est ça le but aussi en drague. Tu peux choisir qui tu veux être. Donc si à des moments donnés tu as envie de porter que des perruques de couleur que le non fantaisiste, aucun problème. D'ailleurs, aujourd'hui, tu es bigou, comme un petit malabar. Absolument, tout à fait. En civil, maintenant, j'ai les cheveux à moitié jaune fluo, à moitié rose fluo. Incroyable. Et ben voilà, franchement, t'as répondu d'une manière tellement efficace aux questions de Mia que les questions de Mia sont déjà terminées. Ah là là, merci Mia. Eh bien, merci beaucoup Mia. À très bientôt. Gros bisous. Et puis à la prochaine pour de nouvelles questions. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir Mia. Et merci donc beaucoup à Mia et à ses parents Alice et Gilles de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. On arrive à la partie drague. Donc avant que tu deviennes conférencier du spectacle, tu étais donc consultant en colorimétrie. Comment t'as découvert le drag et comment le drag est rentré dans ta vie? À quel moment, à quelle période? Le drag est rentré dans ma vie pile poil à cette période, pendant que j'étais consultant, donc parce que ma boîte était basée à Lyon, mais moi j'étais en télétravail avant que ce soit hype à Paris. Parce qu'on est en 2014, quoi, par là. En TT. J'étais en TT, mais bon, on disait pas ça à l'époque. Non, on disait pas ça. Mais j'étais en TT dans mon pauvre petit studio, enfin c'était horrible, quoi. Genre, il y avait 1 mètre entre mon bureau et mon lit, enfin vraiment, genre... C'était infernal. Et donc, ça commençait à me peser un petit peu sur le moral. Et donc, je sortais beaucoup. Je venais d'arriver à Paris, en plus. Et je découvrais une soirée drague qui s'appelle Les Paillettes. Les Paillettes avec des dragues dont on entend encore un petit peu parler encore. Marie-Jo Dassin, qui est le personnage drague de Yoann Lavéant, qui est un humoriste PD qui tourne un petit peu pas mal. Jessica Trice, il y avait La Déliche, enfin bref, Gia de la Bobèche, Marichka Stardust, toutes ces personnes qui en fait m'ont fait découvrir le drag en face à face parce que une fois par mois, je dirais, elle faisait un show qui mêlait comédie, lip-sync et lecture d'actes, et lecture de textes engagés. Et moi, je trouvais ça, enfin, c'était cool, c'était un spectacle. Donc, tu as découvert le drag vraiment là où il se faisait. Là où il se faisait, mais aussi en parallèle avec Drag Race US. Je sais plus du tout comment,
d'où ça arrivait exactement, je sais plus du tout. Mais je me rappelle télécharger les épisodes de la saison 6. Moi, j'ai commencé avec la saison 6, donc une des meilleures quand même, avec Bianca, Adore et Courtney. On est bien d'accord. Franchement. Et donc, je découvrais en parallèle les deux. J'ai découvert le monde du drag parce que vraiment, c'était... Enfin, j'avais jamais entendu parler de cabaret, j'étais jamais allé voir du transformisme. Enfin, c'était complètement nouveau pour moi. Et quand tu découvres ça, qu'est-ce que ça provoque en toi? C'est de l'émerveillement? C'était pas de l'émerveillement directement, c'était du... c'était du soulagement de... Ah, c'est fun, quoi. C'est des personnes gays qui s'amusent, tu vois, genre qui amplifient leur homosexualité pour la rendre encore plus flamboyante et qui... Tu vois, genre, et qui joue avec, et pour qui c'est pas une tare, pour qui c'est pas un problème. Pour qui c'est pas un poids. C'est ça, pour qui c'est pas un poids, et qui au contraire, genre, le prennent, l'entourent, l'amplifient et le relâchent. Et donc c'était vraiment, oh mon Dieu, ça existe, c'est possible. Tu te projettes quand tu vois ça, ou c'est un truc qui est cool de soirée, c'est sympa? Au début, je me projette pas, parce que moi, je suis encore très, à cette époque-là, je suis très hétéronormé, dans le sens où, ça y est, maintenant, j'ai mon diplôme d'ingénieur, je commence à avoir une carrière d'ingénieur qui est assez bien tracée. Bon, bah maintenant, next step, c'est le mari, le chien, le pavillon en banlieue et les enfants, quoi. Okay. Donc, ça, c'est l'hétéronormativité. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ce côté-là, vraiment, où ta vie est toute tracée et tu vas pas réfléchir dessus. Et à cette époque-là, je réfléchis pas, en fait, à quel parcours donner à ma vie. Parce que de toute façon, je suis gay, mais je l'ai assez vite accepté et j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Donc, moi, je vais juste calquer, au lieu d'avoir femme, enfant, chien et pavillon de banlieue, c'est juste mec à la place. En plus, on a le mariage pour tous, donc tout va bien maintenant. Ok. Et oui, c'est vrai que si on peut parler rapidement de l'hétéronormativité, c'est être, entre guillemets, le bon PD, celui qu'on veut voir, qui fait pas trop PD. Non, et puis qui en parle pas trop, ça reste dans la sphère privée, voilà. C'est don't ask, don't tell, pas besoin de le savoir et trace ta vie, quoi. Donc non, j'imagine pas que je puisse faire ça, mais je trouve ça plutôt fun. Et quand même très, très rapidement, avec mon mec de l'époque, on continue à sortir pas mal en soirée gay, et je remets beaucoup en question ce modèle sociétal dans lequel j'avais l'impression que je voulais aller, en me disant, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et du coup, je commence un petit peu à redéconstruire un petit peu tout ça. Et je commence à peut-être un peu y projeter le drag en me disant, pas que ce soit une carrière ou quoi que ce soit, loin de là, mais et si j'en faisais? Mais ça reste vraiment dans un coin de ma tête, parce que je me doute que c'est quand même un grand pas à faire, et que je suis avec mon mec, que j'ai pas envie de lui infliger... j'ai pas envie de lui infliger ça. Pensant, c'est très bien, je remets pas mal de choses en question dans ma tête, mais pour l'instant juste dans ma tête. Ok. Et comment ce projet avance, et à partir de quel moment ça devient important, et il va y avoir une première fois, et comment cette première fois elle va arriver? Il va y avoir une première fois quand on se sépare avec ce fameux mec, et où je me dis, franchement, c'est maintenant ou jamais. Ça me titille, donc autant se lancer. Et en plus, en parallèle, je rencontre celle qui deviendra ma drag mother un soir dans un bar gay parisien, le Rosa Bonheur des Buttes. On se met à discuter, et cette personne, en fait, me dit qu'elle est en poste de drague à l'époque, parce qu'elle a plus l'énergie, l'envie, blablabla. Moi, je lui dis que ça m'intéresse peut-être de m'y lancer un petit peu, et elle se dit, l'occasion est trop parfaite. Moi, je vais reprendre, et toi, tu vas commencer. Et on se dit, ok, let's go. Et je me pose une deadline du 12 septembre 2015. Il y a une grosse soirée à Lyon qui s'appelle La Garçon Sauvage. Mon pote vient de Lyon. Moi, à l'époque, je suis encore consultant en colorimétrie basé à Lyon, donc je peux y aller sans aucun problème. Let's go, ça va être ma première fois en drague à La Garçon Sauvage, le 12 septembre 2015. Le fait d'avoir une deadline, ça me permet de pouvoir faire un rétro-planning, ce que j'adore faire, et me dire, ok, j'ai jusqu'à tel jour pour m'acheter des talons, pour m'acheter la tenue, pour m'acheter la perruque, pour m'entraîner en talons, pour m'entraîner,
Et ouais, parce que je me dis, oh là là, ça va être trop fun. Et lui, ma drag mother, comment elle m'en parle, me dit à quel point c'est incroyable, c'est trop bien. Donc c'est vraiment genre, oh, c'est le jour de ton anniversaire, mais en mieux, quoi. Et d'ailleurs, ça deviendra le jour de l'anniversaire de Minima, quoi. Et tu t'entraînes ? Et je m'entraîne dans mes hôtels, du coup, à Lyon, dans lesquels je suis pour mon taf. Je me suis acheté des talons et le soir, je suis dans la cour de l'hôtel à minuit, une fois qu'il n'y a plus trop de passages, et pour faire des allers-retours pour m'entraîner, quoi. Et c'est une catastrophe. Ah ouais. Et franchement, il m'a fallu des années pour arriver à marcher en talons. Maîtriser les talons, c'est un truc. Et encore, je sais toujours pas beaucoup danser avec des talons. Parce que déjà, je sais pas beaucoup danser de façon générale, mais encore moins c'est avec des talons. Mais ne serait-ce que marcher avec des talons, il m'a fallu beaucoup de temps. C'est un des derniers trucs que j'ai réussi à master dans mon drag, je trouve. Et un petit conseil talon. Si on débute le drag, on prend quoi ? Si vous débutez le drag, prenez des talons épais, bien évidemment. Ne prenez pas des escarpins. Prenez des talons épais et avec une bande qui va aller autour de votre cheville pour tenir un petit peu le pied. Je sais que les moins chers, les plus trouvables, c'est des escarpins un peu pourris, surtout en grande taille, mais ne faites pas ça. Et alors, cette première fois ? Cette première soirée en Minima est phénoménale. Le premier truc qui me marque, c'est le fait que les gens me regardent différemment. Et ça, en fait, parce que moi, je me sens pareil. Surtout que bon, je suis en talons, donc j'ai un petit peu mal aux pieds, mais en plus, à cette époque-là, j'ai pas de gros corset, je suis assez à l'aise en plus. J'ai une jupe dans laquelle je me sens trop bien, patati patata. Ma perruque me sert pas. Enfin, je suis vraiment à l'aise. Mais le premier truc que je remarque, c'est vraiment, en fait, les gens ont un regard différent sur moi. Mais tu regardes comment ? Je pense qu'à cette époque-là, je sais pas encore trop définir comment est-ce qu'ils me regardent, mais je sens que c'est pas pareil. Je sens que c'est différent, alors que moi-même, je n'ai pas de regard différent sur moi-même. Et c'est ça le truc qui va le plus me choquer la première fois. Ok. Et je m'amuse, hein. Vraiment, alors que je me sens pas trop différent, je passe des meilleures soirées. Est-ce que c'est dû à la liberté, à la transgression aussi du moment, le fait de jouer avec les codes féminins ? Est-ce qu'il y a un truc un peu comme un ado qui fait une grosse bêtise ? Je pense que ce côté de transgression, même si je le verbalise pas encore, ni oralement, ni dans ma tête, quoi, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup me marquer pour cette première fois, parce que je sais que je fais quelque chose de grave, dans le sens où je transgresse des normes de genre, et je pense que c'est à ce moment-là que je réalise que déjà toute ma vie j'ai transgressé des normes de sexualité, et qu'en fait je suis en train de remettre en question la norme avec un grand N, et c'est libérateur. Donc là ça t'ouvre en fait un autre monde et une autre vision du monde et de ta vie et de... Je vais remettre en question qui je suis. Et c'est assez excitant, en fait, parce que je commençais à sentir que j'étais dans un cul-de-sac, en fait. Je savais plus trop donner de sens à pourquoi est-ce que je faisais les choses. Juste, je les faisais, et je me rendais compte que ça me suffisait plus. Donc Minima m'ouvre le champ des possibles et va me faire me redécouvrir vraiment de A à Z. Je vais arrêter de dire que la Pride, c'est la pire chose, enfin la Gay Pride, je disais à l'époque, c'est la pire chose qui puisse arriver aux homos, parce que ça fait honte à la communauté, que c'est bon, on n'a pas besoin de plus, parce qu'on a déjà le mariage pour tous, et je vais tout remettre en question pour le mieux. Comment ça va se développer ? Comment ça va évoluer ton Minima drag ? va évoluer assez lentement versus maintenant, parce que je vais d'abord faire une première sortie en drag à Paris, qui va être aussi quand même une grande découverte, étant donné c'est une sortie en famille. Donc je sors avec ma mère et ma grand-mère drag. On sort à la House of Moda, qui est la soirée drag par excellence à Paris, à la Java, à Belleville, tous les mois. Donc merci encore Arnaud et Renaud, Cram et Renaud, les deux personnes qui ont fait la House of Moda. Vous avez vraiment changé ma vie et celle de plein de personnes. Donc merci infiniment. Et donc on sort juste pour s'amuser. Et à la base, vraiment, le drag, pendant une petite année, ça va être sortir avec les copines pendant une fois par mois, pendant 1 an, à la House of Moda ou autre.
C'était quel genre de soirée, la House of Moda? La House of Moda, c'est une soirée où tu passes toute ta soirée dans le fumoir parce que, en fait, la Java, c'est quand même un club bas de plafond. Donc, quand t'es en talon, vraiment, c'est très bas de plafond. Il y a littéralement les murs suintent. Tu fais la queue, ils coulent. Les murs coulent. Tu fais la queue partout. Tout le monde a le code pour accéder au backstage. Donc, c'est une petite pièce qui, normalement, accueille 5 personnes, qui en accueille 28 qui fument. Enfin, c'est un joyeux bordel. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu danses. Enfin, moi, j'ai fait les plus belles rencontres parce que, du coup, vu que t'as trop chaud en drague, vraiment, tu passes beaucoup de temps dans le fumoir. Et du coup, dans le fumoir, bah, c'est l'endroit où tu rencontres plein de personnes, quoi. Moi, c'est l'endroit où j'ai rencontré à une House of Moda ma fille drague. Enfin, ça a vraiment été un incubateur de beaucoup de choses. Et donc, c'est ça au début. Mais ça me permet de... C'est bien, vu qu'il n'y a pas d'objectif de travail ou quoi que ce soit, ça me permet de tisser juste des liens qui sont naturels. Parce que vu qu'il n'y a pas de sous-entendu de « Ah, je te parle parce que j'aimerais bien que tu me bookes après », là, c'est vraiment juste genre... créons des liens entre dragues. Et c'est ce qu'on fait à l'époque, on est en 2015, hein, donc le drag est tout petit, c'est bébé à l'époque, quoi. Enfin, il y a toute une scène drague dans les bars du Marais, tout ça, mais qui est une scène drague qui est un petit peu séparée de la nôtre. Moi, j'appelle ça la nouvelle scène drague, la nôtre, avec des gros guillemets, mais parce qu'il y a eu une scission qui s'est faite, en fait. Et voilà, donc notre milieu quand même tout petit. Mais bon, c'est vraiment... en fait, c'est juste joyeux, quoi. C'est juste joyeux. Et puis, j'entends parler d'une compétition de drague qui s'appelle le Dragathon. Je me dis, ah, tu vois, bon, cool, ça peut être marrant. Ça me permet de rencontrer d'autres personnes. Et puis, ça peut me permettre de faire ma première scène. Alors, faire sa première scène pendant un concours, c'est une idée pourrie. Nul. Nul. Nonobstant, Voilà. J'attendais nonobstant, je me disais qu'on n'en avait pas eu encore, mais ça va. Tu vas le trademark, celui-là, tu vas en faire des t-shirts. Entre guillemets, tu vois, nonobstant, mini majesté. Nonobstant, vive la Meurthe-et-Moselle, tu vois. Ouais. Franchement, tu fais des t-shirts Meurthe-et-Moselle et nonobstant. Tu sais qu'il y a des gens qui m'offrent genre des cartes postales Meurthe-et-Moselle. Mais ça m'étonne pas. Quoi. Ou genre à une manif, il y a quelqu'un qui a vu un stickers de la CGT gay, donc avec le drapeau Rainbow Meurthe-et-Moselle. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça prend la Meurthe-et-Moselle. Ouais, c'est clair. Tu voudrais pas aller être député de Meurthe-et-Moselle? Non, aller vivre à Nancy, ça va pas la tête, mon Dieu. No shade les Nancéens, hein, mais non, je trop bien Paris. Nonobstant, donc je fais ce concours, cette scène de drague, et je me prends une énorme claque dans la gueule parce qu'en fait, je sais rien faire, quoi. Et que j'arrive dans les coulisses de cette soirée-là, enfin, du coup, de la soirée, et que tout le monde, en fait, est déjà drague depuis longtemps, et sait faire, et genre, a déjà performé plein de fois, quoi. Il me pose des questions, genre, t'as de la colle à perruque? Moi, je les regarde en mode, de la quoi? Je savais même pas que ça existait, la colle à perruque, parce qu'on n'a pas de lace front, enfin... Oui, on est en 2015, quoi. Et puis toi, ton drag était un drag pour sortir de soirée, ça, pour quoi. S'amuser. C'était pas du tout un truc de performance. Non, absolument. Donc je me foire lamentablement pendant cette soirée-là où on a 2 minutes, on a une perf de 2 minutes où il faut du français. Et moi, je déteste la chanson. No shade, mais la chanson française, c'est pas mon truc, vraiment pas du tout. Donc je fais Give Me All Your Lovin' de Madonna en version accélérée, donc c'est très rapide. Et en plein milieu, un de mes potes rajoute ceci est une phrase en français. Hop là, comme ça, je suis tranquille et je fais mon truc, je me pète le talon. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. J'arrive pas en finale et cette année-là, c'est Cookie Cunty que l'on connaît maintenant qui gagne cette saison du Dragathon. Mais ça me permet de faire plein de découvertes, dont une autre drague qui avait l'air aussi paumée que moi, qui s'appelle Clémence Rue, et avec qui je suis extrêmement proche maintenant. Et mais est-ce que ce concours malheureux te motive à envie de être meilleur en performance ou te dire c'est pas mon drag ça de faire des perfs? Je pense que ce concours ne me fait me poser aucune question sur perf, tout ça. C'est juste en mode genre je vais continuer. Ça te démotive pas, quoi? Non, pas du tout, parce que en fait, je me rends compte que c'est ma toute première perf ever. Enfin. Mais par contre, il y a quelqu'un qui va me repérer dans le public et qui va me proposer de devenir host de sa soirée, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle la Mon cul est une autoroute du soleil. La MCUADS pour les intimes. Wow.
Et je deviens... Et donc, c'est mes premiers bookings. Vrai booking. Bon, qui sont payés, je pense, à l'époque, vraiment 10 balles et un ticket boisson. Hein. Vraiment, on est... mais bon. Voilà, Ok. façon. Et je deviens host de sa soirée. Et une fois par mois, en fait, mon boulot, c'est de picoler avec les gens, et de rire avec les gens, et de fumer avec les gens, et de m'amuser avec les gens. Et c'est génial parce que vu que le drag, moi, je le fais pour m'amuser, pour prendre du plaisir, je donne du plaisir aux autres. Et je kiffe trop ma life. Et en plus, j'ai 10 balles. Alors là, vraiment... Et comment t'arrives à gérer cette double vie de jour et de nuit? Cette double vie de jour et de nuit, au début, je la gère plutôt bien parce que, en fait, c'est juste qu'au lieu de... Tous les week-ends, ce sont je sortais. Tu vois, en plus, j'ai 25 ans, je peux enchaîner encore 3 soirs à picoler sans problème. Et donc, j'y vais, je le fais. Et c'est juste qu'il y en a certains des soirs qui sont en drague. Mais en soi, tu vois, genre, ça va pas changer. Ça n'impacte pas ma vie. Oui, ça la modifie pas, quoi. C'est juste que tu sors différemment. Exactement, vraiment. Et c'est juste quand je commencerai à avoir un petit peu des bookings un petit peu plus réguliers que là, du coup, ça va être un petit peu plus compliqué parce que mine de rien, à côté, quand même, j'ai un gros taf d'ingénieur. Donc, je suis plus consultant en colorimétrie à cette époque. J'ai changé de taf, un taf qui me plaît vraiment énormément, dans lequel j'ai envie de m'investir. Et du coup, quand on me demande de m'investir un petit peu plus en drague, là, je commence à me dire, waouh, c'est chaud. Et qu'est-ce qui va faire que... Là, on va sauter un peu des étapes, on va y revenir, on va revenir un peu sur les choses qui se sont passées avant. Mais en gros, qu'est-ce qui va faire que tu vas te dire ton taf, trop c'est trop, et maintenant, je veux faire ça, je veux que ce soit vraiment mon métier? Littéralement, tu l'as dit, c'est qu'à un moment donné, trop c'est trop, et que j'arrive plus à faire mon taf de jour, j'arrive plus à faire mon taf de nuit, j'ai plus de temps pour moi, pour mon mec, pour mes potes, enfin pour rien, quoi. J'ai mon temps pour rien. Toute l'année, c'est-à-dire que mes post-déj, c'est pour faire les factures pour Minima. Des fois, je me colle des réunions avec moi-même juste parce qu'il faut que je passe des calls. Et c'est juste pas possible. Je deviens nul à tout et c'est pas mon but. Donc, il y a un déclic. Il y a vraiment... en fait, je pense que ça... Il y a plein de choses qui sont empilées les unes sur les autres. Et au bout d'un moment, en fait, donc je suis dans une grosse boîte et il y a une de nos collègues qui meurt devant nous pendant la pause-déj, qui s'effondre vraiment out of nowhere. Et donc, moi, je suis la seule personne qui soit formée aux gestes de premier secours parce que tous les ans, du coup, en entreprise, normalement, tu as des formations qui sont obligatoires, qui sont proposées aux salariés de sauveteur secours du travail. Et moi, je les ai toujours fait. J'ai toujours fait, vu que depuis mes 11 ans, du coup, puis à ZF, j'ai toujours un petit peu suivi des cours de premier secours. Donc, je suis la seule... on est 15 autour d'elle, et je suis la seule personne à connaître les gestes de premier secours. Et c'est horrible, parce que du coup, pendant que donc, elle fait un arrêt cardio-respiratoire, direct. Donc, c'est tout de suite massage cardiaque. Et moi, je sais, parce qu'on me l'apprend dans le cours, qu'au bout de 2 minutes, il sert plus à rien. Mais je suis la seule personne à falloir le faire. Et je me rappelle que même mes collègues me disent, tu veux que je prenne le relais? Mais tu sais pas en faire, chérie. Non, ça sert à rien. Juste, va me chercher le défibrillateur. Il est où? Putain, je me dis, mais c'est terrible. Je me retrouve à gérer. Et le 15, ils savent pas donner les bonnes infos. C'est insane. Et donc, malheureusement, notre collègue meurt. Du coup, elle meurt, mais surtout, et c'est important parce que encore aujourd'hui, je le dis, j'arrive pas à la sauver. Parce que j'ai une culpabilité encore aujourd'hui, alors que ça fait 3-4 ans qu'elle est morte. Encore une culpabilité énorme, même si je sais que c'est pas ma faute, blablabla. Mais en moi, je me dis, putain, j'ai pas réussi, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive et j'ai pas réussi. Elle meurt. Je trouve que mon taf gère pas très bien, gère pas bien du tout comment ça se passe ensuite, parce que ils nous demandent de revenir bosser très rapidement. Et moi, quand j'annonce à mes boss que le lendemain, je reviendrai pas bosser parce que je suis ultra choqué de ce qui s'est passé. Et je vois vraiment comment on se dit, ah bon? Comment ça, ah bon, quoi? Notre collègue, toi, c'est ta collègue depuis 30 ans. Je comprends même pas que toi, tu puisses... On fait des étiquettes, chérie. Vraiment, si pendant 3 jours, il n'y a pas d'étiquette qui sortent, parce que notre collègue est morte devant nous, c'est pas grave. Donc je trouve que c'est plutôt mal géré, surtout que dès le lendemain, je devais faire déposition à la police et tout revivre et tout expliquer, vraiment. Oui, j'ai vu ses yeux devenir vitreux. C'était vraiment... C'est horrible. Traumatisant. Ouais. Quoi, voilà, c'est vraiment traumatisant, quoi. Et... mais bon, ça se passe, quoi. Ça se fait, tout ça. Et 1 an après, ou genre dans l'année d'après, quand il y a à nouveau
une journée de formation au premier secours qui est proposée dans ma boîte comme tous les ans, aucun de mes collègues qui étaient sur place avec moi ne vient. Aucun. Et moi, ça m'enrage. Parce que déjà que ça m'enrageait qu'on soit aussi peu tous les ans à faire la formation de premier secours. Je me dis putain, mais quand même, on nous propose de nous former, quoi, d'aider à sauver les gens et on le fait pas. Et là, en plus, quand notre collègue elle est morte, en plus, elle est morte devant vous, quoi. Enfin, vous l'avez vu mourir. Et ça me sort par les yeux qu'il ne soit pas venu, quoi. Et donc, du coup, en fait, je pense que c'est un déclic de me dire, en fait, c'est plus possible, quoi. Enfin, je peux pas continuer dans ce job qui n'a... En fait, déjà, je dirais pas que mon job n'avait pas de sens, mais j'aimais beaucoup mon job, mais je me rendais compte qu'il n'était pas très... Enfin, il est pas utile à la société avec un grand U et un grand S, quoi. Mais si là, mais c'est pas grave, parce que c'est pas le but. Moi, je suis très content de ce que je fais quand même, tant pis, quoi. Mais donc déjà, si mon job n'est pas utile à la société avec un grand U et un grand S, mais si mon entreprise n'est même pas capable de faire front et n'est pas capable d'avoir une unité, en fait, j'ai rien à faire là. C'est plus... Enfin, c'est pas les valeurs que... C'est pas des valeurs qui me correspondent. C'est plus du tout des valeurs qui me correspondent. Donc, stop. Vraiment de solidarité. Vraiment de solidarité, de communauté. Genre, ne pas arriver à faire face à ça. Enfin, tu vois, genre que quand les gens n'arrivaient pas à faire face à... Enfin, quand on avait des trucs en communauté dans la boîte à faire, des pots de départ, qui c'est qui s'occupe de faire ci, qui s'occupe de faire ça, et que personne... Enfin, tout le monde se défile. Bon, bah, c'est la vie en entreprise. Mais quand, devant l'adversité, quand même... de la mort d'une collègue, on n'est pas capable non plus de faire front. Stop. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes qui nous écoutent et qui, après ton témoignage, auraient envie d'apprendre les gestes de premier secours ? Comment on fait ? Il y a des formations de premier secours qui sont souvent dispensées par des assos comme la Croix-Rouge. Tu as des casernes de pompiers aussi qui font souvent des journées portes ouvertes pour apprendre les gestes de premier secours. Si vous êtes dans une entreprise, peut-être qu'il y a un minimum de salariés qu'il faut, mais je suis quasiment sûr qu'il y a des journées de formation tous les ans ou tous les 2 ans, ou demandez à votre CE ou RH, tout ça, parce que en entreprise, c'est sûr que vous avez des possibilités de le faire, et faites-le, quoi, parce que même si vous avez peur, même si vous dites ça sert à rien parce que j'aurais tout oublié, je vous assure, quand tu te retrouves devant une situation de crise comme ça, même si t'as 2 gestes sur 3, c'est déjà 2 de plus que les personnes qui savent rien. Parce que tu vas faire n'importe quoi. Parce que, enfin... Et ne serait-ce que le faire une fois pour savoir et dire « Ok, en fait, je pourrais pas le faire, mais au moins tu sauras que tu pourras pas le faire. » Et faites-le, quoi. C'est parce que souvent, ça sera dans le sauveteur secours du travail, si vous le faites dans votre taf. Mais en vrai, moi, le but, je le faisais pas pour mon travail. Bon, la seule fois où je l'ai dû vraiment appliquer, c'était dans mon travail. Mais mon but, c'était pour que ça soit possible dehors, quoi. Il y a des... oui, n'importe où. Voilà. N'importe où, et depuis je suis sur une application qui s'appelle Lifeaz, qui en fait, dès qu'il y a une urgence cardio-respiratoire aux alentours de toi, peut te notifier pour que tu puisses te déplacer avant que le SAMU arrive, parce que les 10 premières minutes d'un arrêt cardio-respiratoire sont les plus importantes, et donc si t'as personne à côté qui sait faire de massage, le temps que le SAMU ou les pompiers, enfin ce sont les pompiers d'ailleurs, que les pompiers arrivent, du coup toi tu peux être dépêché sur place, quoi. Enfin, okay. Et se rendre utile, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a envie d'être. Donc, soyons-le comme ça. Très bien. Et justement, cette communauté et cette solidarité que tu n'as pas trouvée dans ton travail, tu la trouves dans le drag, et comment tu la trouves dans le drag ? Je l'ai trouvée dans le drag, cette solidarité, cette communauté, assez rapidement, parce qu'en fait, tout le monde galère en fait, au début dans le drag. On sait pas où s'acheter des perruques, où s'acheter des talons, tout ça. Donc tout le monde se donne des conseils. Il y a vraiment une sororité qui est vraiment incroyable. Tips, ouais, des petits tips. Et puis tiens, je peux pas être booké à tel endroit. Tiens, est-ce que tu peux le prendre, machin. Et je découvre la communauté et le communautarisme que j'adore comme mot à ce moment-là, et ça fait du bien parce qu'en fait ça permet de se relâcher, et que dans des moments où toi tu peux pas, les autres peuvent pour toi. Et donc tu arrives à t'engager d'un point de vue aussi associatif pour la communauté, dans la communauté ? Parce que donc ce côté de communauté, de communautarisme m'a toujours importé en fait depuis donc mes engagements au lycée. Et quand je suis arrivé à Paris, j'étais très seul.
parce que je connaissais personne. Mon taf, mon premier taf en tant que commercial, c'était pas trop la vibe de sortir, tout ça. Et donc, je m'engage dans des assos de lutte contre le VIH, aide, en l'occurrence, pour essayer de retrouver cette communauté. Bon, ça va pas me correspondre complètement, mais tant pis, au moins j'aurais essayé. Et très rapidement, pour pouvoir apporter encore plus ma pierre à l'édifice, avec une copine drague, on monte une association communautaire qui s'appelle le Sidraction et qui est une asso de récolte de sous par des dragues pour la lutte contre le VIH, en l'occurrence Sidaction. Et ça a commencé comment cette histoire, et aujourd'hui ça en est où Sidraction ? Ça a commencé par une simple discussion avec une bonne copine à moi qui s'appelle Enza Fragola, une des dragues qui a fait que le drag est ce qu'il est aujourd'hui à Paris en tout cas, parce qu'elle a posé les bases, elle a uni les gens au tout début et elle s'est efforcée à unir et à créer des choses en 2015-2016, donc c'est grâce à elle qu'on a eu les bases pour pouvoir se construire dessus. Et elle veut monter, enfin elle est très copine avec des dragues d'Amsterdam qui font ça, qui s'appelle les Begging Babes, qui tous les ans aux alentours du 1er décembre vont récolter de l'argent pour la lutte contre le VIH dans les bars du quartier gay d'Amsterdam, et elle veut faire pareil à Paris, sauf que Enza elle a les idées et moi j'ai la technicité. Et donc c'est parfait. On se retrouve autour d'une discussion et moi je dis mais moi je veux bien t'aider avec grand plaisir. Et en fait elle me dit il faut que ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. Et moi j'applique en fait les choses qu'elle me dit et on trouve des lieux de départ. Je contacte les assos pour avoir des boîtes à dons et en fait le Sidraction, une fois par an on fait des maraudes, donc des récoltes de sous dans les rues de Paris aux alentours du 1er décembre en drague, parce que notre but, on en a 3. Un, c'est récolter de l'argent pour la lutte contre le VIH, parce que ça reste une lutte très interne à la communauté LGBT, et surtout une épidémie qui n'est pas terminée. Et en vrai, je suis très, très content, avec des énormes guillemets, que le Covid soit arrivé, parce que maintenant, dès que je parle du VIH-Sida, tu peux faire des parallèles très rapides avec le Covid, et ça parle beaucoup plus aux gens. Bref. Donc, 3 objectifs avec le Sidraction. 1, récolter de l'argent pour la lutte contre le VIH. 2, transmettre des messages de prévention, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas le VIH, le sida, comment ça se transmet, comment est-ce qu'on peut s'en protéger, qu'est-ce qu'on en fait après. Et de 3, c'est reprendre contrôle sur l'espace commun, qui n'est pas un contrôle fait pour les personnes marginalisées, pour les personnes qui ne sont pas dans la norme, dont les dragues en fait partie. Donc quand on fait une espèce de drag attack comme ça, et qu'on est... la première année on était 16, mais même quand t'es 16 dragues en même temps qui sortent et qui font bande, c'est incroyable quoi. Et donc ça a commencé comme ça en 2016, une maraude qui nous a permis déjà de récolter 2500 €, ce qu'on trouve vraiment phénoménal et incroyable. Et d'année en année en fait, ça prend de l'ampleur, parce que c'est l'occasion pour les dragues aussi de faire peut-être leur première sortie, de se tester, de rencontrer du monde, parce que tout le monde tout le monde recherche la même chose, quoi. C'est trouver des gens qui nous ressemblent. Donc quand t'es drague, le Sidraction, ça a été une bonne occasion pour beaucoup de découvrir, de se découvrir, de découvrir d'autres dragues. Et maintenant, quasiment 10 ans après, on est dans 17 villes de France. Il y a 17 villes françaises qui font la maraude. Et cette année, il y a plus de 300 dragues qui ont fait la maraude, et on a récolté 50 000 €. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou, hein. Mais parce que ça montre que cette recherche d'unité, de communauté pour le bien public, c'est quelque chose qui attire beaucoup de gens, et qui attire beaucoup de gens surtout qui sont dans le drag, et que le drag, on le fait pour nous à la base, mais on le fait pour les autres. C'est magnifique, et puis c'est un événement vraiment qui rassemble, qui crée vraiment aussi une communauté à travers les villes, qui montre qu'en fait on peut tous exister ensemble, et qu'il n'y a pas des dragues qui sont au-dessus des autres, des villes en drague entre guillemets qui sont aussi au-dessus des autres. C'est vraiment tous ensemble. Ouais, c'est ça. Pendant le week-end du Sidraction, se dire qu'il y a 300 dragues en même temps partout en France qui sont dans les rues pour récolter de l'argent, c'est tellement beau. Et puis en plus, ça nous permet de tisser du lien avec des dragues d'autres villes, parce que souvent, chacune, on reste un petit peu dans notre ville. Et là, au moins, ça nous permet d'avoir des contacts avec tout le monde, quoi. Et c'est ultra important, en fait, ne serait-ce que pour échanger les informations.
Eh ben, c'est magnifique. Bon, on n'a pas parlé de plein de choses. On n'a pas parlé du bingo à la folie que t'animes depuis, même toi, tu ne sais même pas depuis quand tu l'animes. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que là, il y a que le carbone 14 qui pourrait potentiellement nous aider. Peut-être faire des tests ADN sur les murs de la folie. Sur les escaliers. Sur les escaliers de la folie. Voilà, vache. Sur les escaliers de la folie. C'est clair. Pour savoir quand est-ce que ça date. Mais toi qui fais du drag depuis longtemps, comment tu trouves que le drag et la scène drag a évolué depuis tes débuts dans le drag? Parce que ça va faire bientôt 10 ans. Ça va bientôt faire 10 ans que je fais du drag, ça fait 9 ans maintenant. Depuis les débuts, ça a complètement changé. Moi, je suis très content d'avoir tout vécu, c'est un bien grand mot, mais vécu toutes les transformations. Parce que quand j'ai commencé en 2015, à nouveau, c'était peu un métier, peu une carrière. C'était vraiment underground. Et donc, j'ai vécu les premiers bookings réguliers qui pouvaient arriver, les premières dragues qui vraiment, pour moi, Cookie Cunty a été précurseuse là-dedans parce que c'est elle qui m'a fait comprendre que ça pouvait être un métier et il fallait que ça puisse devenir un métier et qu'il fallait qu'on se batte pour ça. Et j'ai vécu la multiplication des dragues vraiment qui sont arrivées comme des gremlins. Après minuit, avec de l'eau. J'ai pas la ref, mais ouais, sûrement. Bah, les gremlins. Non, mais Tu donnes des rêves que toi-même tu n'as pas. Ça, c'est compliqué. Ben non, mais girl. Non, mais ça, c'est compliqué. C'est mon métier, fake it till you make it. Oui, mais là, tu donnes une rêve. Bah ça, oui. c'est multiplié comme des gremlins parce que les gremlins se multiplient. Oui, mais c'est parce que je l'ai entendu. Donc je répète. Alors, pour te dire, en gros, je crois que c'est ça. Les gremlins. Il faut pas les nourrir après minuit. Faut pas les nourrir parce qu'ils se transforment, ils deviennent méchants. Ouais. Il faut pas leur mettre de l'eau dessus parce que sinon, ils se multiplient. Mais oui, mais il y a une histoire de après minuit. Mais comment ça marche du coup? Parce que on est toujours après minuit mais sauf que, minuit de la veille. Alors, sauf que, en fait, c'était vraiment sur un fuseau horaire. Ah, ok. Donc, c'est après minuit de ton propre fuseau horaire. Ouais, tu seras toujours après minuit. Bref. Ouais. J'ai pas écrit le film en fait, donc je vois pas pourquoi tu t'en prends à moi. Et puis après, du coup, depuis Drag Race France, c'est encore plus explosé. Donc, j'ai vu l'explosion côté drag, donc c'est-à-dire de plus en plus de drag, mais j'ai vu aussi l'explosion côté booking parce que, pareil, vu que tu offrais ça sur Netflix, tout ça, à la télé française ensuite avec Drag Race France, de plus en plus de gens ont eu de moins en moins peur de nous booker parce qu'ils se sont dit mais en fait c'est ça le drag, en fait je peux l'avoir moi aussi, mais en fait c'est cool, c'est pas des prostituées qui essaient de kidnapper des enfants et de les rendre trans en fait. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui pensaient ça quoi, et c'est des choses qu'on entend quoi. Donc en fait vu que tu proposes ça au public, du coup il va découvrir, il va moins avoir peur parce qu'au moins il va un petit peu connaître et découvrir. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de mauvaises conceptions là-dessus et de mauvaises idées. Et moi, je suis pour amener le drag dans les endroits les plus hétéros possibles. Bon, sauf le foot, parce qu'il faut pas déconner non plus. À part le foot gay, mais alors sinon, vraiment, genre, stop. Mais je suis pour amener le drag dans tous les endroits les plus hétéros possibles parce que ça permet de montrer qui on est et de désamorcer des peurs. Qu'est-ce que le drag a changé à ta vie? Tu me vois avec, du coup, les cheveux bigous. S'il y avait jamais eu Minima, jamais j'aurais osé faire ça. Parce que le drag m'a fait comprendre que je pouvais être qui j'étais et qui je voulais être, et que tant que je restais responsable de moi-même et que je ne transgressais pas la liberté des autres, je pouvais être qui je voulais, et donc ça m'a permis d'être beaucoup plus libre et dans mon apparence et dans la façon dont j'agis, à savoir assumer le fait que je sois très efféminé. J'ai le corps couvert de tatouages. Je pense que c'est grâce à Minima aussi que j'ai là-dessus, parce que ça m'a permis de m'exprimer comme je voulais vraiment m'exprimer, sans me sentir restreint par une société. Porter la flamme olympique, quelle idée saugrenue, d'où ça vient. Quelle idée saugrenue, mais Anne, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Annie. Anne. Annie Dalgo. Dalgo, absolument, qui est catalane tout comme moi. Ah, tu veux dire que tout ça, c'est grâce à la... C'est la cabale catalane. C'est grâce à la commu catalane.
Waouh. Il faut pas le dire. On débunk des choses. Ah, on l'a pas dit ça dans cet avou, hein. Non, mais ça, vraiment, tu vois, genre, tout le monde parle du lobby LGBT, mais s'ils connaissaient le lobby catalan, mais ouais, écoute, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a demandé à ce qu'il y ait une drag queen qui porte la flamme olympique. Quelqu'un de son cabinet me connaît de par mes différentes actions politiques et le fait que je bosse beaucoup dans beaucoup d'endroits différents, donc je suis assez visible. Et m'a proposé de porter la flamme olympique, ce que j'ai accepté sans hésiter. Enfin, presque. j'ai presque pas hésité parce que je savais que de toute façon, il y avait tout un process à faire, donc j'ai fait tout le process et donc je savais qu'en fait j'avais du temps de réflexion en fait en background pour réfléchir à si je voulais vraiment porter la flamme olympique, parce que ces Jeux Olympiques sont quand même vachement décriés. Au moment où on enregistre, on est avant les Jeux Olympiques, mais je sais que ça sortira après, donc j'espère que ça se passera mieux que prévu, mais on sait que c'est quand même un petit peu compliqué. Et donc en fait, j'avais peur de ce qu'on puisse penser de moi, en fait, et que voilà, je serve de totem de pinkwashing à la mairie de Paris et que je ravale en fait toutes mes convictions politiques en acceptant de porter la flamme olympique. Et c'est faux ? Et c'est faux. Je sais, je suis pas dans la tête de la mairie de Paris, du CIO, enfin des personnes qui m'ont contacté, donc qui se servent de moi un petit peu pour affirmer quelque chose de pas complètement vrai, peut-être, I don't know. Mais en fait, I don't care. J'aime me faire utiliser par la mairie de Paris si c'est pour des occasions comme ça qui permettent en fait de m'afficher au plus grand nombre, étant donné que je savais que ça allait faire grincer des dents. Je pensais pas à ce point, mais je savais que ça allait faire grincer des dents, et tant mieux, quoi, parce qu'en tant que drague, on est là aussi pour aller un petit peu à contre-courant et pour remettre en question les idées établies. Et en 2 mots, comment t'as vécu, on va dire, cette vague de haine que t'as reçue suite à l'annonce, quoi. Ouais, c'est ça. En 2 mots, mal et bien. Ouais. Les opposés, mal parce que ça m'a fait du mal de te faire insulter pendant 1 mois non-stop sur tes réseaux sociaux. Ça fait mal quand même, mais du bien parce que en fait j'ai pris du recul et je me suis dit que j'allais transformer ça en une opportunité, et donc on en a profité du coup effectivement pour faire avec mes agents, avec mes potes, tout ça, pour en faire un maximum de pub là-dessus, de plateaux télé, d'interviews, etc., pour en fait s'il y a un détracteur ou une détractrice qui va parler de moi, moi je vais parler à 5 personnes de bien et utiliser ça et me dire ok, c'est parti. Grâce à ça fait un effet de oh mon dieu, en fait il y a une drague, ah tiens, j'ai trop envie de lui parler. J'ai accepté toutes les interviews parce que comme ça mon nom a commencé à se répandre encore plus comme une traînée de poudre, comme quoi j'avais porté la flamme. Et il y a plein d'interviews qui faisaient même pas référence au tout le shitstorm qu'il y avait, donc il y a plein de personnes juste qui savent que je porte la flamme et qui savent pas les personnes qui sont pas contentes que je le fasse, quoi. Tant mieux. Eh ben tant mieux. Minima, on arrive à la fin de cette émission, mais avant la fin de l'émission, il y a les recommandations. Évidemment, je t'ai prévenu bien à l'avance pour te dire vraiment, pense à des choses à recommander. Alors pas besoin d'en recommander des milliers, mais voilà, avoir quelques petites choses à recommander, soit ce que t'écoutes en ce moment, ça peut être ton film préféré, et si ça peut aider à justement à te comprendre mieux, à te découvrir. Non, tu parles. Si je sais pas, des choses à recommander. Jouer à des jeux vidéo, jouer à Pokémon, redécouvrir Pokémon, parce que ce n'est pas un jeu aussi enfantin que ça en a l'air, et qu'il y a les nouveaux jeux Pokémon continuent à être intéressants. Et je dis ça parce que moi j'y joue encore, donc si c'est un truc qui permet de découvrir ça, jouer à Pokémon, ça peut être pas mal. Et un truc bateau, hein, mais 4% de Mathias Chaillot, le bouquin qui décrit un petit peu les origines de l'homosexualité avec un grand O, moi m'a beaucoup plu parce que c'est toujours une question que je me suis posée sans jamais vouloir me la poser, parce que je sais que les réponses peuvent être trop dangereuses, de savoir d'où ça vient, quoi, même si c'est peut-être la question qu'on s'est toujours tous un petit peu posée, genre pourquoi. C'était très intéressant au moins de savoir genre toutes les recherches en fait qui ont été faites pour découvrir ça. Donc c'est un bouquin qui dernièrement m'a
beaucoup plu, et étant donné que je suis tel Misty Phoenix, je lis un bouquin par an. Mais j'ai pas lu La femme en moi de Britney Spears. Mais ouais, Mathias Chaillot, donc c'est ça, donc 4%. En fait, il part en enquête pour comprendre l'origine de son homosexualité. Exactement. Voilà, comprendre un peu tout ça. C'est aux éditions Goutte d'Or. Un super livre. Non, attends, dernière reco. Vas-y. Tous les films Scream, pour me connaître, pour me découvrir, les films Scream, c'est incroyable. Ça, genre, on enregistre cet épisode juste après que l'épisode de Drag Race France avec le grand méchant Luke soit sorti, et clairement, j'aurais fait Scream. Voilà. Tu refais le masque. Moi, mon voisin, il avait le masque blanc, tu sais, avec la petite pompe. Ensanglanté. Exactement. Je vois très bien. Il avait ça. Je vois très bien. C'était son costume de tous les Halloween. Tu m'étonnes. Eh bien, merci beaucoup, Mini Majesté. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. Ça t'a plu ? J'adore parler de moi, et comme je dis souvent, les interviews c'est génial parce que ça me permet de pas payer de psy. Parce que mine de rien, quand tu verbalises toute ta vie again and again and again and again and again, tu te rends compte de beaucoup de choses. Donc merci à toi de me faire économiser de l'argent. Alors, ça après je ne te l'ai pas dit, mais il y a la facture qui arrive. Et c'est 50 €. Bon, et bien voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez le podcast, il est dédié sur toutes les plateformes que vous trouvez. Voilà, ça m'aide à être référencé, ça m'aide à ce qu'on m'aime encore plus, que vous montriez au monde que vous avez bon goût. Donc n'hésitez pas à le faire, et on se dit à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye bye. Bye. Bisous.